Un mot important, avant le début de votre visionnage, Décrypter l'Afrique a atteint les 100 000 abonnés sur YouTube. Nous en sommes fiers d'avoir fait le choix de l'indépendance totale, pas de tutelle politique, pas d'actionnaires, pas de groupe d'intérêt. Mais cette liberté, elle a un coût. Sans plusieurs centaines de soutiens mensualisés, l'émission ne pourra pas continuer. C'est la réalité. Avec 100 000 abonnés sur YouTube, si 1% d'entre vous nous soutient à hauteur de 10 € par mois, nous pouvons survivre. Et si 2% s'engagent, nous pouvons nous renforcer. Si vous pensez que l'Afrique mérite une info libre, soutenez-nous. Après une année 2025 marquée par une rupture spectaculaire entre Alger et les pays de l'Alliance des États du Sahel, voilà que le président Abdelmajid Tebboune change de ton. Invitation officielle adressée au général Abdourahmane Tiani, reprise des activités de Sonatrach au Niger, relance du projet de gazoduc transsaharien. Alger tend la main, mais pas à tout le monde. Le Mali reste sous tension, le Burkina Faso observe et le Niger devient, lui, l'interlocuteur privilégié. Alors, on s'interroge, Niamey est-il en train de devenir le point d'entrée de l'Algérie au sein de l'AES, ou alors s'agit-il d'un pragmatisme économique dicté par l'urgence? La doctrine de la voie diplomatique unique de l'AES est-elle en péril? Pour décrypter ce moment stratégique, je suis sur le plateau de Décrypter l'Afrique avec Sédik Kaba, journaliste, chercheur, écrivain et multicasquette. Alors, rebonjour Sédik. Rebonjour. Alors, un des signes les plus visibles du rapprochement amorcé entre le Niger et l'Algérie, c'est la visite à Niamey du ministre des Hydrocarbures algérien, le ministre d'Abdelmajid Tebboune. On regarde un extrait du compte rendu de la radio-télévision du Burkina Faso voisin, lui aussi membre de l'AES, c'était il y a 2 semaines. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines de la République algérienne démocratique et populaire et porteur d'un message de Abdelmajid Tebboune, président de l'Algérie, à son homologue, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Au cours de ces échanges, plusieurs questions relatives aux hydrocarbures ont été évoquées, nous a confié Mohamed Arkab à sa sortie d'audience. Nous avons fait un compte-rendu de la réunion de ce matin avec son Excellence, Monsieur le ministre du Pétrole, et sur les conclusions que nous avons arrêtées pour le développement du bloc de Kafra, sur la coopération dans le domaine des hydrocarbures, pour la formation, pour l'accompagnement et aussi pour le projet TSGP, le gazoduc transsaharien. Donc nous avons écouté attentivement les recommandations et les orientations et les instructions de Monsieur le Président. Il nous a orientés sur beaucoup de sujets d'intérêt commun et surtout dans le domaine des hydrocarbures. Alors, c'est dit qu'à première vue, le réchauffement des relations entre Niamey et Alger se place sous l'égide des hydrocarbures. Oui, parce qu'il y avait déjà un projet de connexion. La Sonatrach, qui est la puissante société algérienne des hydrocarbures, a fait des prospections dans le nord du Niger, dans la région de Bilma et Agadez, le nord frontalier avec l'Algérie, parce que le Niger partage 800 km de frontière avec l'Algérie. Dans cette zone du côté du Niger, la Sonatrach a conduit des prospections qui se sont révélées concluantes. Et on était arrivé, puisque les forages ont fait l'objet des tests, et il y avait d'évidence une possibilité d'exploiter ce pétrole nigérien par la Sonatrach, avec une offre au-delà de l'exploitation de faire un gazoduc pour raccorder le pétrole nigérien au gazoduc algérien. Et pendant qu'on était dans cette phase, il y a eu la parenthèse de la mauvaise relation. Et aujourd'hui, il s'agit de reprendre là où les choses se sont arrêtées dans le cadre de ce projet d'exploitation par la Sonatrach du pétrole nigérien. Alors, donc, il y a ce projet-là, mais il y a d'autres projets. Peut-être de quels projets, de quels intérêts parle-t-on quand on évoque du coup ces dossiers pétroliers et gaziers entre les deux pays? Oui, il y a d'abord cette exploitation pétrolière, mais il y a une offre algérienne qui est relativement inédite pour le Niger et qui a son avantage. C'est que l'Algérie a décidé de former des milliers de Nigériens au métier du pétrole.
Vous savez, le Niger est entré dans la phase d'exploitation pétrolière depuis 2011, mais la formation n'a pas suivi. Et les Chinois, comme ils font souvent, n'ont pas fait de transfert de technologie. Ils sont venus eux-mêmes exploiter les Nigériens, mais ils n'ont pas eu d'agenda pour former des Nigériens au métier du pétrole. Donc si vous remarquez aujourd'hui, il y a une exploitation pétrolière depuis plus de 10 ans au Niger, mais il n'y a pas beaucoup de Nigériens qui ont été formés au métier du pétrole, pas simplement des ingénieurs. Et quand on parle de métier de pétrole, ça peut être des professions intermédiaires, des techniciens, des soudeurs, des plombiers, etc., tout ce qui peut, des électriciens. Et l'Algérie a fait cette offre-là, ce package, l'exploitation, la formation, avant même l'exploitation, des Nigériens au métier du pétrole. Ça semble quelque chose de très important. Au-delà de la dimension pétrolière, avant, il y avait une coopération sur le plan militaire. Vous savez, l'Algérie est un pays qui a connu lui-même le terrorisme. Donc, il en a gardé une grande expérience. Et au début, il y avait, avant que les choses ne prennent la tournure d'aujourd'hui, il y avait aussi la formation qui était assurée par, au contre-terrorisme à des unités nigériennes. Il y a même eu un moment où l'Algérie, puisque l'armée algérienne a beaucoup du matériel d'origine russe, et quand le Niger aussi a acquis sous le président Mamadou Tandja du matériel d'origine russe, et les Algériens avaient participé à l'accompagnement dans la maintenance. Donc tout ça fait qu'il y a des intérêts communs bilatéraux. À cela est venu s'ajouter ce projet de gazoduc transsaharien qui viendrait du Nigeria, traverser le Niger pour venir en Algérie et aller en Europe. Oui, il y a cette dimension. Et puis enfin, il y a la route transafricaine. La route transafricaine devait quitter le Nigeria pour traverser le Niger, aller en Algérie et continuer. Et ce tronçon aujourd'hui a été fait par le Nigeria, a été fait par l'Algérie, et la partie nigérienne même a fait l'objet presque d'un financement. Et donc si vous voyez ça, et pour le Niger qui est un pays enclavé, la construction de cette route transsaharienne est du pain béni, parce que ça permet de contourner le port de Cotonou, le port de Lomé, qui sont les ports les plus proches, pour pas les contourner totalement, mais ça permet d'avoir aussi une autre voie d'exportation et d'importation de ces marchandises. Et également pour l'Algérie, dans la perspective de la zone de libre-échange africaine, ça permet également de pouvoir écouler les produits industriels de l'Algérie jusqu'au Bénin, au Togo. Absolument, absolument. Jusque dans le golfe de Guinée. Si tout à fait. La transsaharienne... Absolument. Si la transsaharienne, dont il ne reste plus grand-chose, et peut-être même que dans le cadre de ce réchauffement, le Niger pourrait demander à l'Algérie de contribuer au tronçon qui manque, parce que l'Algérie a fait le tronçon jusqu'à la frontière du Niger, le Nigeria a fait la frontière, donc le Niger peut, dans le cadre de ce réchauffement, et l'Algérie aussi a tout intérêt à ce que cette voie se construise, qu'elle se réalise, qu'elle se matérialise, parce que ça lui permet d'exporter vers les pays du Golfe de Guinée, vers les pays d'Afrique de l'Ouest, ça lui permet aussi des produits qui sont des produits alimentaires, des choses dont le Niger peut avoir besoin. Et à partir du moment où on a pu voir, vous savez, ce sont des économies qui fonctionnent en vase communicant. Si vous amenez, on a pu le voir dans les cadres de véhicules d'occasion, quand on les amène au Niger, c'est le Nigeria qui les achète. La même chose, donc si vous amenez des produits au Niger, le Nigeria va les acheter puisque ce sont des économies qui fonctionnent en vase communicant. Alors, on pense, donc on l'a dit, aux deux projets, enfin, on a parlé du gazoduc transsaharien, mais il y a deux projets concurrents de gazoduc qui doivent relier l'Afrique et l'Europe. Il y a celui de l'Algérie et celui du Maroc. Avant que tu répondes, j'aimerais qu'on regarde un extrait d'un document de Jeune Afrique datant d'il y a quelques années, mais toujours d'actualité.
Alors Sédic, est-ce que c'est cette course au gazoduc qui explique l'empressement d'Alger à renouer avec Niamey en priorité, tant on sait la concurrence, voire l'animosité entre Alger et Rabat? Non, je ne pense pas que ça ait été l'élément le plus déterminant. C'est clair que pour l'Algérie, si la réconciliation avec le Niger se fait, et le tracé, ce gazoduc transafricain serait plus facile à mettre en œuvre, puisqu'il traverserait simplement le Nigeria, le Niger et tomberait en Algérie, alors que l'autre gazoduc concurrent traverserait environ 13 pays. Il est plus long. Il est plus long, comme on vient de le voir. Ça n'a pas été l'élément déterminant dans le réchauffement, mais il y a des raisons pragmatiques. Pour le Niger, le réchauffement avec l'Algérie a beaucoup d'intérêt, puisqu'on vient de le voir avec l'exploitation du pétrole nigérien. On parle d'une production qui pourrait atteindre 260 000 barils par jour. Si cela se fait à moyen terme, ce serait une excellente chose, sachant que le Niger aujourd'hui a déjà une capacité de 120 000 barils qui est du côté de Ogaden, le sud-est du Niger. Et si vous ajoutez 260 000 à 120 000, on est déjà à presque 500 000 barils par jour pour le Niger, ce qui représente quand même un enjeu important. Pour moi, c'est le package, ce n'est pas seulement cet élément isolé qui a convaincu le Niger d'aller vers le réchauffement avec l'Algérie, mais c'est l'ensemble de considérations à la fois économiques, stratégiques et même diplomatiques. Parce que certains analystes considèrent que les deux projets de gazoduc ne peuvent pas cohabiter, que finalement, si le transsaharien pensé par l'Algérie va plus vite que le gazoduc, disons, sur la côte, pensé par le Maroc, il va prendre le dessus et peut-être que le deuxième ne verra jamais le jour. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Mais à mon avis, le Maroc a lui aussi un autre levier. La façade atlantique, le projet porté par Sa Majesté le Roi, d'offrir la façade atlantique aux pays de l'AES, est aussi un levier que le Maroc a entre ses mains. Même si le projet de gazoduc échoue, il peut se rabattre sur le second levier, qui est celui de la façade atlantique, qui a fait l'objet de plusieurs discussions entre le pays de l'AES et le Maroc. Et ça peut, là aussi, à mon avis, être quelque chose de tout à fait possible pour le Maroc, pour rester au Sahel et avoir de l'influence. Il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels le Maroc a une relative avance par rapport à l'Algérie, à l'AES, c'est le circuit bancaire. Il y a beaucoup plus... L'Algérie n'a même pas une banque dans ces pays-là, à part une banque qui vient d'ouvrir au Mali avant qu'il ait les difficultés, alors que le réseau des banques marocains est très important. Les Marocains contrôlent à peu près 2/3 du réseau bancaire au Niger, et c'est la même chose dans les autres pays. Donc, je ne suis pas sûr que ce réchauffement se fait au détriment du Maroc, et les agendas sont différents et chaque acteur a sa place dans la compétition. Alors, à quel point le Niger est aujourd'hui dépendant de l'Algérie sur le plan, par exemple, alimentaire ou énergétique? La dépendance, il n'y a pas, comment dire, par exemple, si on devait comparer, puisqu'il faut souligner que l'Algérie est voisin du Nigeria, du Niger plutôt, avec 800 km. Mais en termes de dépendance, par exemple, le Niger n'a pas la même dépendance avec l'Algérie qu'il en a avec le Nigeria, qui est son puissant voisin, avec qui il partage 1500 km. Et sur les 8 régions du Niger, il y en a 5 qui sont frontalières du Nigeria. Et avec l'Algérie, on a une frontière commune qui concerne principalement la région le nord du Niger, la région d'Agadez et un peu la région de Tawa. Mais la dépendance n'est pas aussi grande. Mais simplement, il y a eu des relations économiques très importantes qui se faisaient par voie terrestre, mais qui ont été affaiblies par l'insécurité. Le fait qu'il y ait maintenant une insécurité dans cette zone a beaucoup affaibli les relations. Avant, beaucoup de produits alimentaires venaient de l'Algérie, mais aujourd'hui, cette dépendance, cette relation, le volume des échanges entre les deux pays s'est beaucoup affaibli du fait de l'insécurité. Mais avec la construction des gazoducs, avec l'amélioration des relations, ça pourrait peut-être repartir de plus belle.
Mais il y a aussi un autre frein, c'est la libre circulation des personnes et des biens. L'Algérie, le Niger a besoin, un Nigérien a besoin de visa pour aller en Algérie. Voilà, alors qu'un Malien n'a pas besoin de visa pour aller en Algérie. Donc, si la coopération se poursuit et doit s'améliorer, il faut aussi regarder la question de la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Alors, ce rapprochement peut-il créer des tensions avec Bamako, qui reste profondément méfiant vis-à-vis d'Alger? Pas l'arbre n'est pas fini, comme on dit. Oui, moi, personnellement, je crois que si les choses évoluent, le Niger peut même être le médiateur entre les deux parties. À mon avis, si les choses s'améliorent, le Niger peut être le médiateur entre les deux parties, d'autant que si on regarde un peu comment fonctionnent les ensembles, il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que le Niger fait aujourd'hui et son appartenance à l'AES ou ses relations avec Bamako. Le rapprochement avec l'Algérie ne se fera pas forcément au détriment du Mali ou de l'AES. Au contraire, si les relations, parce que même entre le Maroc et l'Algérie, même entre plutôt l'Algérie et le Mali, pour moi, ça va finir par s'arranger parce que le pragmatisme va finir par prévaloir. Le Maroc a besoin de l'Algérie, l'Algérie a besoin du Maroc. Donc, pour moi, il y aura, prendra le temps que ça prendra, mais il y aura un réchauffement, il y aura un retour, une normalisation dans les relations entre l'Algérie et le Mali. Et le fait qu'il y ait une amélioration avec le Niger peut au contraire être un accélérateur de cette amélioration parce que le Niger voudra parler aux deux, faire le go-between, dire aux Maliens ce que les Algériens disent, dire aux Algériens ce que déjà qu'ils essaient de renouer le fil du dialogue et cela va s'améliorer parce que, à mon avis, l'Algérie a besoin de ses voisins autant que ses voisins ont besoin d'elle. Mais justement, l'AES était construite comme une vraie confédération et donc la doctrine de la voie diplomatique unique de l'AES, elle est déjà fragilisée par des intérêts nationaux qui peuvent paraître divergents. Parce que là, si Niamey s'avance d'abord dans les relations avec Alger, ça fait que ce n'est pas l'AES dans son ensemble qui va dans le même mouvement. Oui, mais vous savez, c'est ça aussi, je pense, qui fait la force et la faiblesse de l'AES. C'est que à l'intérieur de l'AES, aujourd'hui, quand vous regardez les pays de l'AES, si on devait parler en termes d'intérêt, simplement, le Mali a plus d'intérêt avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire qu'il n'en a avec le Niger. Du point de vue, en tout cas, des intérêts. Les ports par lesquels le Mali importe et exporte, ce sont les ports de Dakar et d'Abidjan, même si aujourd'hui, il y a une démarche pour aller vers le port de Conakry. La même chose, si vous regardez, le Burkina a plus d'intérêt, en tout cas économique, avec la Côte d'Ivoire, où il a 5 millions de Burkinabés, et avec d'autres pays qu'il en a avec le Niger. Mais l'alliance est une alliance politique qui repose surtout sur une architecture commune de défense et de sécurité. Et le socle de cette alliance-là, c'est l'architecture de défense et de sécurité commune vers laquelle les pays avancent. Et ils viennent de créer la force unifiée de l'AES, qui a installé son quartier général à Niamey, qui va mobiliser 5000 hommes parce que le premier défi de l'AES, c'est un défi sécuritaire et militaire. Maintenant, à l'intérieur de cette alliance, chaque pays peut avoir ses intérêts tant qu'ils ne remettent pas en cause le principe de cette alliance, notamment sur l'architecture de paix et de sécurité. Et pour moi, il n'y a pas aujourd'hui une fragilisation de l'AES du fait du rapprochement entre Niamey et Alger, parce que si les choses se consolident entre Niamey et Alger, ça peut même servir les intérêts des autres pays membres de l'AES. Alors il y a l'éléphant dans la pièce, ce sont les expulsions massives de migrants subsahariens par l'Algérie qui se passent souvent de manière très violente. Il y a eu des morts d'ailleurs dans le Sahara, qui est un véritable cimetière. Est-ce que des intérêts finalement pétroliers et gaziers ne vont pas enterrer cette question fondamentale des droits fondamentaux des migrants? Non, je crois que c'est une question importante. Mais je crois, visiblement, quand on regarde la stratégie du Niger, le Niger avance vers une amélioration des relations avec l'Algérie pour pouvoir poser cette question qui fâche. Il y a eu par le passé la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey par les autorités
à cause des expulsions des migrants, les conditions d'expulsion, et puis le fait que tous les migrants, quelle que soit leur nationalité, soient jetés au Niger, a créé des tensions entre les deux pays. À mon avis, d'abord, ils vont avancer vers un agenda d'amélioration, et puis cette question qui fâche va être sans doute introduite par la partie nigérienne, parce qu'il faut lui trouver une solution. La situation est intenable. Il y a souvent 8000 personnes à la frontière du Niger dans des conditions humanitaires qui sont totalement déplorables. Il n'y a pas de latrine, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'accompagnement médical, d'accompagnement socio-psychologique, etc. Et cette situation n'est pas tenable. Mais d'après ce que je comprends, en tout cas, le Niger voudrait d'abord aller dans l'amélioration à travers les projets qui existent ici, et après ce réchauffement, mettre sur la table cette question, voir avec l'Algérie comment ça peut être abordé et comment on peut avoir une compréhension commune et avancer vers des solutions communes. Merci beaucoup Sédic pour ton éclairage et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine. L'émission.